Vous écoutez Napoléon, la destinée et la mort, épisode 3. On a intercepté un Allemand avec un couteau pendant la revue des troupes, un certain Friedrich Staps. Il n'était qu'à quelques mètres de l'empereur. Pourquoi veut-on le tuer? Ses conquêtes n'apportent-elles pas la liberté au peuple? N'a-t-il pas imposé à toute l'Europe son code civil, les bienfaits de son administration, les idéaux de la Révolution française? Depuis la voiture piégée de Saint-Nicaise, il y a 7 ans, jamais la mort ne s'est approchée d'aussi près. Il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi quelqu'un a voulu le tuer. Thierry Lanz, directeur de la Fondation Napoléon. Et pourquoi un Allemand a voulu le tuer, parce que ça, c'est aussi important. Pour Napoléon, dans son système de pensée, qui est un système de pensée extraordinairement français, voilà, la prépondérance est bonne pour la prépondérance de la France est bonne pour le continent. Donc, il ne se pose pas tellement de questions sur l'accueil populaire profond qu'ont ces projets, puisque à l'arrivée, il va détruire la féodalité, il va réorganiser les États, il va leur donner de bonnes finances, et puis il va les mettre dans un système dont la France sera le centre. Et la France, évidemment, c'est toujours beaucoup mieux que les autres. Napoléon a construit toute sa politique sur le consensus populaire. Jacques-Olivier Boudon, président de l'Institut Napoléon. Le plébiscite en France, en particulier, mais dans les autres pays, quand il les conquiert, il veut rechercher le soutien des peuples. Et donc il ne comprend pas les résistances populaires qui ont existé dans plusieurs pays. Il cherche partout à se faire aimer, en quelque sorte. Napoléon veut l'interroger. Il veut parler les yeux dans les yeux à ce jeune terroriste. L'apprenti assassin n'est pas ce qu'il attendait. Staps n'est qu'un gamin de 17 ans, la figure douce, bien élevée. Napoléon l'interpelle. « Pourquoi voulez-vous me tuer ? Je voulais vous tuer parce que vous êtes un oppresseur. Et si je vous faisais grâce ? Vous auriez tort, car je chercherais encore à vous tuer. » L'interrogatoire peut paraître assez surréaliste avec ces interpellations. Napoléon pense que Staps est malade, qu'il est fou, illuminé, lequel Staps lui répond qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un illuminé. Donc on est sur des niveaux totalement différents. La stupéfaction de Napoléon, c'est de comprendre que, alors qu'il promet à Staps de le gracier s'il demande pardon, ce dernier reste attaché à l'idée qu'il faut débarrasser l'Allemagne du tyran, et il finira par être jugé et exécuté. Le jeune exalté n'a rien voulu savoir. À son ministre de l'Intérieur, Napoléon recommande qu'on étouffe l'affaire. J'ai voulu vous informer de cet événement afin qu'on ne le fasse pas plus considérable qu'il ne paraît l'être. S'il en était question, il faudrait faire passer cet individu pour fou. En réalité, ce nouvel avertissement de la mort le perturbe profondément, car il souligne un point qui tourne à l'obsession depuis quelques années. Qui le remplacera s'il est tué ? L'hérédité obsède Bonaparte depuis le début. Pierre Brandat, historien. Le malheur, c'est que Joséphine ne peut plus avoir d'enfants, donc comment fonder une dynastie sans héritier ? Alors, c'est vrai que la constitution impériale prévoit les cas où l'empereur n'aurait pas d'enfant naturel. Bon. Thierry Lanz, directeur de la Fondation Napoléon. Sauf que Napoléon pense, et je pense qu'il a raison, que seul un enfant issu de lui pourra avoir de la légitimité une fois qu'il montera sur le trône. Il pense que, il ne faut plus perdre de temps. Pierre Brandat, historien. Et qu'il est temps de répudier Joséphine et d'épouser, alors il dira un peu, de manière très peu élégante, un ventre, mais c'est un petit peu ça. Il ne peut plus tergiverser. Le couteau de Staps lui indique une décision qu'il a trop longtemps reportée. Toute ma vie, j'ai tout sacrifié. Tranquillité, intérêt,
Bonheur. À ma destinée. Il lui faut maintenant l'annoncer à Joséphine. Mais comment ? Il lui envoie des messages, si je puis dire, indirects. Il fait murer la porte qui sépare leurs appartements. Il lui fait comprendre qu'il faudrait se séparer, etc. Mais il n'arrive pas à lui dire parce qu'il ne peut pas lui faire de peine. Pour lui, il a horreur de se fâcher avec quelqu'un. Et avec Joséphine, c'est très difficile. Le 30 novembre 1809, il attend la fin du dîner avec l'impératrice pour répondre à l'injonction du destin. Le dîner commence, les deux époux sont en silence, ils ne parlent pas avant une demi-heure. Joséphine a compris qu'elle était convoquée pour cela, mais elle ne parle pas, attend que Napoléon, si je puis dire, attaque le premier sur le champ de bataille. Là, sur ce champ-là, il est très mauvais, et il commence à dire quelques mots en expliquant qu'il faut se sacrifier, que le temps est venu, Joséphine, etc. Mais elle va instantanément fondre en larmes, et dans l'instant d'après s'évanouir. Ne cherchez pas à m'émouvoir. Je vous aime toujours. Mais la politique n'a pas de cœur. Elle n'a que de la tête. Ils divorcent par consentement mutuel le 15 décembre 1809 aux Tuileries, 2 mois seulement après la tentative d'assassinat de Staps. Les peintres célèbrent aussitôt son mariage avec Marie-Louise, fille de François Ier d'Autriche et petite-nièce de Marie-Antoinette. Un an plus tard, naît Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, le fils tant attendu. Quoi qu'il arrive, la pérennité de son œuvre semble assurée par un héritier. Le nom de Napoléon est promis à la postérité. L'empereur est au zénith quand, pour la première fois, le destin lui tourne le dos. En juin 1812, la grande armée de Napoléon s'élance à l'assaut de la Russie du tsar. En 3 mois, l'empereur est arrivé à Moscou, facilement, trop facilement. Et puis tout s'enchaîne. Le tsar qui fait flamber la ville plutôt que de livrer bataille. La retraite avec le froid pour principal ennemi. La traversée catastrophique de la Bérésina. La glace qui s'ouvre sous les sabots des chevaux. La campagne de Russie est un désastre. Pourtant, 1 an plus tard, Napoléon reforme une armée et contre-attaque. Mais l'Europe sait qu'il n'est plus invincible. C'est le début de la fin. L'Empire se disloque. La Russie, rejointe par la Prusse et l'Autriche, le repousse inexorablement. L'Espagne perdue, puis l'Allemagne. La Hollande, l'Italie. Son empire ne tenait que par la force. Ses généraux le lâchent l'un après l'autre. Tandis qu'il envoie toujours plus d'hommes à la mort, il prend pour lui-même de plus en plus de risques. La vie m'est insupportable. J'ai tout fait pour mourir à Arcy. Les boulets n'ont pas voulu de moi. C'est vraiment le moment où il sent que ça s'en va, qu'il comprend qu'il n'a plus le pouvoir, il comprend l'immensité de sa chute. François Houdesecq, historien. Et c'est vrai que quand on voit en mars 1814, là où il est, alors qu'1 an avant, il était maître de l'Europe, ou quasiment, il a quand même cette notion de chute qui lui saute au visage, et on aurait été déprimé à moins, certainement. Le 30 mars 1814, les troupes de la coalition entrent dans Paris.
La nuit est déjà très avancée, mais Napoléon ne dort pas. Il achève une lettre à l'impératrice Marie-Louise. Une lettre parmi les dizaines écrites chaque semaine. Une lettre pas tout à fait comme les autres. Adieu, ma douce Louise. Tu es ce que j'aime le plus au monde. Mes malheurs ne me touchent que par le mal qu'ils te font. Donne un baiser à ton fils. Adieu, ma Louise. Tout à toi. Dans cette lettre, il répète « adieu, adieu ». Il concluait toujours et terminait ses lettres par un adieu, mais là, cet adieu, adieu répété, et le ton de la lettre d'ailleurs est assez triste. On sent là une plume lasse et résignée, et un homme prêt à commettre l'irréparable, ce qu'il va faire. La décision est prise. Il veut mourir. Il s'est résolu à boire le Condorcet, ce mélange mortel qu'il porte toujours sur lui, au cas où il tomberait dans une embuscade. Ses généraux l'ont trahi. Son empire s'est effondré. Il n'a plus la main, et c'est la première fois. Si on reprend la chronologie, parce qu'elle est assez importante... Pierre Brandat, historien. Le 11 avril, dans la nuit, est signé le traité de Fontainebleau, par lequel il renonce au trône de France et qui lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe. Mais cette solution ne lui convient absolument pas, parce que Napoléon Bonaparte n'a pas l'âme d'un retraité californien. On lui donne des millions et on l'envoie au soleil, mais c'est pas la fin dont il a rêvé. Ça, il faut bien en être conscient. Donc, il sait que au matin du 13 avril, il doit ratifier ce traité. Et c'est quelque part pour lui une sorte de mise à mort dans sa destinée. D'autant que la chute est très brutale. En 3 mois, tout s'écroule. Il a le sentiment que sa destinée arrive à son terme. Et en même temps, c'est un homme de culture antique. Jean-Marie Rouard, écrivain. C'est un homme de culture antique. Donc, il pense à tous ces hommes dans l'Antiquité qui ont mis fin à leur jour. Et au fond, je crois que c'est l'image qu'il veut donner. Il veut donner, pour la postérité, puisque c'est la question qui l'obsède, qui est la plus importante, eh bien d'un homme qui, finalement, n'a pas accepté d'être un vaincu. Et la façon de ne pas accepter d'être un vaincu, eh bien, c'est de quitter ce monde. Mais décidément, la mort ne veut pas de lui. Qu'on a de la peine à mourir. Qu'on est malheureux d'avoir une constitution qui repousse la fin d'une vie, qu'il me tarde tant de voir finir. On a une hypothèse pour savoir pourquoi Napoléon n'est pas mort d'avoir absorbé ce poison. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. C'est que le poison était ancien, qu'il avait été éventé et qu'il ne devait plus avoir de capacité létale bien importante. On sait qu'il a vomi quelque chose de grisâtre, on sait qu'il y avait un verre avec du produit délayé. Charles-Éloi Vial, historien. Est-ce qu'il l'a tout avalé? Est-ce qu'il en a avalé juste un tout petit peu? Est-ce que lui-même a eu un geste un petit peu irréfléchi, a avalé du poison, puis a changé d'avis, a voulu se faire vomir? Vraiment, les options sont tout à fait ouvertes. On a des témoignages, on a sa dernière lettre à Marie-Louise. Encore, il y a quelques années, on a découvert un témoignage supplémentaire qui est très important parce que c'est le témoignage du valet de chambre qui a remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. Alors ensuite, est-ce que c'était une vraie tentative de suicide? Est-ce que Napoléon voulait vraiment mourir? Ça, on ne pourra jamais aller le lui demander. De suicide, il ne sera plus jamais question, sauf pour dire que ce n'est pas un moyen d'en finir. Quelques années plus tard, il écrira « J'ai toujours eu pour maxime qu'un homme montre plus de vrai courage en supportant les malheurs qui lui arrivent qu'en se débarrassant de la vie.
Cette tentative de suicide, en fait, va rester secrète très longtemps. François Houdesecq, historien. Et des personnages qui vont avoir assisté, comme le grand maréchal Bertrand, par exemple, ne diront rien parce que tout le monde essaiera de cacher ce moment, parce que aussi, dans l'esprit de l'entourage, Napoléon, le grand Napoléon, qui est pour eux l'incarnation même de la force et de la politique, ne peut pas avoir un tel moment de déprime. Le lendemain, comme si de rien n'était, l'empereur ratifie le traité de Fontainebleau. Il fait ses adieux à l'armée et part pour l'île d'Elbe, laissant Louis XVIII restaurer la royauté. Mais puisqu'il n'est pas temps de mourir, il s'invente un nouveau destin. Il prétend devenir écrivain. Je vais, dans ma retraite, substituer la plume à l'épée. L'histoire de mon règne sera curieuse. On ne m'a vu que de profil. Je me montrerai tout entier. Quand il dit qu'il va écrire ses mémoires, il y croit en partie. Pierre Brandat, historien. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'écrit peut être un bon moyen pour revenir. Quand un homme politique écrit ses mémoires, ce n'est pas forcément qu'il a terminé son existence. C'est aussi un bon moyen de revenir, d'ailleurs, de susciter la nostalgie, l'envie, en se défendant, en donnant sa propre version, et finalement en restant un homme politique. L'exil n'est qu'une parenthèse. À peine arrivé à l'île d'Elbe, il retrouve énergie et ambition. Dans ce micro-royaume qu'on lui a octroyé, l'empereur déchu est à l'étroit. Il marche de longues heures sans rien dire de ses intentions. Mais il suit attentivement les nouvelles de France. Monsieur le comte Bertrand, dites à mon frère que j'ai reçu sa lettre. Qu'il ne soit pas surpris de ne pas recevoir de réponse. Je n'écris à personne. Le retour de Louis XVIII au pouvoir ne se passe pas bien. Napoléon est aux aguets. Il sait que la greffe, la nouvelle greffe de la monarchie sur la France n'arrive pas à prendre. Alors il se dit, j'ai une opportunité. Patrice Guenifet, historien. Il est aussi poussé par le besoin, parce qu'il a entendu dire que les Anglais n'avaient pas l'intention de le laisser longtemps à l'île d'Elbe. Le roi de France, Louis XVIII, ne lui paye pas sa pension. Il a des besoins d'argent. Donc il tente une aventure un peu désespérée. Il prépare probablement, après les premières semaines de son installation, son retour. Il attend le moment favorable. Il sait par ailleurs aussi qu'il est menacé. Il sait aussi que, on le laissera pas toujours si près du continent, si près de l'Europe. Donc, il se prépare à un retour. Il n'en parle pas d'ailleurs à son entourage. Il va prendre encore cette décision folle et solitaire de revenir. Le 26 février 1815, 10 mois après son arrivée, Napoléon s'évade en pleine nuit. Il quitte l'île d'Elbe avec 1 millier de soldats fidèles. Cette expédition est a priori totalement folle parce qu'il lui faut traverser la Méditerranée, 3 jours de mer, au milieu de la flotte anglaise, au milieu de la flotte royaliste française, débarquer avec 1000 hommes, alors que l'armée royale en compte 150 000. Pierre Brandat, historien. Il a une chance inouïe lors de ces 3 jours en mer. À plusieurs reprises, il croise des navires qui auraient pu le couler par le fond. Ça ne se passe pas. Alors qu'on l'attendait en Italie, il crée la surprise en débarquant en France, à Golfe-Juan. Traversant les montagnes, il entame aussitôt le retour vers Paris sous les acclamations. Des groupes de paysans se joignent à ses soldats à mesure qu'il avance. Aucun coup de feu, aucune résistance. Évidemment, dans ce retour, il pense à un retour de chance. Il pense que, finalement, ce qui est arrivé avant n'était qu'un accident et ça continue. Le soir du 6 mars 1815, il arrive au village de Cors. Si le destin lui est favorable,
Le lendemain, il entrera dans Grenoble. Vous venez d'écouter Napoléon, la destinée et la mort. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la destinée et la mort est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et réalisé par Mathieu Schwartz. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.